Donc, bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire. Du coup, c'est un webinaire de la plateforme sur la résilience et le changement climatique, le CCRP. Et là, l'objectif principal de ce webinaire est d'expliquer comment intégrer les données dans les nouveaux indicateurs PEARS, les indicateurs PEARS Climate Smart, du coup climato-intelligents en français. Donc, ce webinaire recommandera également de nouvelles procédures à mettre en place afin de faciliter la collection de données dans votre bureau. Du coup, on va passer au contenu de ce webinaire. Du coup, là, on va regarder, on aura un aperçu de l'origine, du contexte de ces indicateurs. Puis, on va regarder les indicateurs PEARS Climate Smart d'une manière pas à pas. Et enfin, pour terminer, sur des recommandations. Du coup, un peu d'origine et de contexte. Les plans internationaux et nationaux actuels de réduction des émissions ne permettent pas de garder le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 degré Celsius et pourraient mener le monde à un réchauffement extrêmement dangereux de 3 degrés Celsius au cours de ce siècle. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes enregistrées. Et les températures hivernales dans l'Arctique ont augmenté de 3 degrés Celsius depuis 1990. Nous commençons à percevoir les conséquences néfastes du changement climatique sur la santé par la pollution de l'air, des vagues de chaleur et des risques à la sécurité alimentaire. Les effets du changement climatique ont des effets dévastateurs sur les plus pauvres et les plus vulnérables, nuisent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et multiplient les urgences humanitaires. Le fardeau de ces impacts retombe de manière disproportionnée sur les femmes et les filles et aggravera probablement les inégalités et les vulnérabilités existantes entre hommes et femmes. Par conséquent, il faut déployer des efforts considérables pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré et pour aider les plus démunis à s'adapter aux effets néfastes de l'urgence climatique. CARE travaille déjà sur le terrain pour aider les communautés, en particulier les femmes, à s'adapter aux effets du changement climatique et appeler les gouvernements à prendre leurs responsabilités et à renforcer les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, à soutenir les efforts d'adaptation des pays les plus pauvres. Notre organisation a reçu des dons pour les travaux liés au changement climatique. En effet, Greta Thunberg nous a récemment attribué une part d'un prix qu'elle a reçu en reconnaissance de notre travail remarquable en faveur de la justice climatique. Cependant, CARE doit continuer dans cette direction et faire avancer le débat en ce qui concerne ses émissions de gaz à effet de serre et ses contributions globales à l'impact climatique. C'est pourquoi nous avons les nouveaux indicateurs Climate Smart. Ils nous permettront de 1. D'avoir une vue d'ensemble sur la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre générées par CARE, d'avoir une vue d'ensemble du total des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par CARE au cours des 2 années consécutives, d'avoir une vue d'ensemble des types de mesures développées par les bureaux de CARE pour réduire ou compenser les émissions, de générer des informations qui favorisent la réflexion et l'apprentissage autour des bonnes pratiques pour réduire les émissions des domaines nécessitant des améliorations et un soutien. Aussi, enfin, toutes les données collectées sont analysées et les résultats sont partagés avec tous les bureaux de CARE dans un rapport annuel. Pour avoir un aperçu de la nouvelle section des indicateurs Climate Smart dans PEARS. Il y en a 4. Du coup, ça survole les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année fiscale, la consommation de carburant liée à l'utilisation de véhicules au cours de l'année fiscale, la consommation énergétique du bureau au cours de l'année fiscale, et les mesures prises par votre bureau pour réduire ou compenser les émissions au cours de l'année fiscale. Et pour aller, on va regarder le document PEARS maintenant, où vous trouverez cette nouvelle section. Du coup, si vous connaissez bien le document PEARS, ici l'exercice fiscal, la nouvelle section se trouve à la fin, la section 6, du coup l'empreinte carbone de CARE et les pratiques respectueuses du climat. On va représenter cette nouvelle section de plus près. Là, dans cette section, du coup, on retrouve la première étape, du coup l'étape 1, ce sera les vols et émissions de gaz à effet de serre sur l'exercice fiscal. En étape 2, on a la consommation de carburant à travers l'usage de véhicules sur l'exercice fiscal. Section 3, la consommation énergétique du bureau. Et
Étape 4, ce sera les mesures prises par votre bureau et pour réduire ou compenser les émissions au cours de l'exercice fiscal. Aussi, important à savoir, il y a une note d'orientation, du coup, l'empreinte carbone et les pratiques intelligentes face au climat de CARE dans Pierce. Cette note d'orientation peut vous servir de guide et de suivi pour mieux compléter les données Pierce. Et ce matériel est disponible au lien marqué ici dessous. Et du coup, ce PowerPoint, cette présentation avec un enregistrement sera disponible à vous à la fin de cette présentation. Du coup, il faut suivre un processus assez fixe. Du coup, il faut commencer par revoir la note d'orientation, qui s'intitule « Déclarer l'empreinte carbone et les pratiques intelligentes face au climat de CARE ». Il faut ensuite réunir les données et les documents disponibles. Bien sûr, la collecte de données requiera, dans la plupart des cas, de collecter des données spécifiques auprès des divers services de votre bureau. Par exemple, les dépenses en carburant seront habituellement disponibles auprès du service financier de votre bureau. En termes de durée, l'exercice peut s'avérer long si vous rassemblez ces données pour la première fois. Ceci dit, la base de données, une fois mise en place, elle pourra être mise à jour régulièrement, ce qui réduira considérablement le temps passé à intégrer ces données dans Pierce. Une fois les données réunies, il faut analyser les données et les documents, parcourir Pierce et remplir les données requises. Et ensuite, pour terminer, on peut partager et discuter avec les autres membres du bureau, le staff, les autres partenaires pertinents. Passons à l'étape 1. Du coup là, les vols et les émissions de gaz à effet de serre sur l'année fiscale. Dans cette section, il est important d'intégrer le nombre de vols payés par votre bureau pour son staff ainsi pour ses consultants. Donc, chaque bureau de CARE est invité à intégrer les informations de tous ces bureaux différents au sein du pays. Par exemple, CARE USA prendra compte des émissions liées à son siège central à Atlanta et tous ses bureaux auxiliaires aux États-Unis, mais n'intégrera pas les émissions des bureaux pays qui dirigent dans les pays du Sud. Par exemple, CARE Uganda rendra compte des émissions de son bureau national à Kampala et de tous ses bureaux auxiliaires au Uganda. Étape 1,1. Du coup, là, on va regarder les données qui concernent le nombre de vols de moins de 2 heures ou de égaux à 2 heures. Puis ensuite, les nombres de vols de plus de 2 heures, le nombre total de vols et le nombre total d'heures de vol effectuées au cours de l'année fiscale. Attention, lorsque vous intégrez des vols comprenant des escales, considérez-les comme un seul vol et indiquez le nombre total d'heures de vol. Par exemple, si votre voyage consiste en un vol d'1 heure, une escale et un autre vol de 6 heures, indiquez qu'il s'agit d'un vol de plus de 2 heures. Cela ne doit pas donc être compté comme 2 vols séparés, comme un vol de moins de 2 heures ou de 2 heures et un vol de plus de 2 heures. On passe ensuite à l'étape 1.2, la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre des vols pris en charge par votre bureau. Ici, on va regarder le nombre total en tonnes d'équivalent du CO2 d'heures de vol payées par votre ou vos bureaux sur l'année fiscale. Et ensuite, quelle méthode ou calculatrice avez-vous utilisé pour définir ce volume de gaz à effet de serre? Donc, vous pouvez calculer les émissions de votre bureau vous-même avec un outil en ligne ou demander à un organisme externe de le faire pour vous. La chose la plus importante à garder à l'esprit est d'être cohérent. Utilisez donc la même méthode de calcul au fil des années. Si vous choisissez de calculer vous-même vos émissions, nous vous recommandons d'utiliser le calculateur en ligne Atmosphère, qui se trouve au lien représenté ici dans la boîte grise. Ce calculateur est accessible via le lien représenté ici, et on va vous montrer à quoi il ressemble tout de suite. Du coup, allons sur atmosphère.de, on va sur Offset Flight, et là on retrouve cette page où il faudra intégrer du coup l'aéroport de départ, qu'on va mettre à Paris, comme pour cet exemple. Il faut aussi ajouter l'aéroport d'arrivée, qu'on mettra à New Delhi. Et on peut aussi ajouter des aéroports, des escales. Du coup, on mettra l'escale de Dubaï pour cet exemple.
Pour chaque vol, il faudra choisir classe de vol, du coup première classe, business ou économie, le type de vol, du coup soit charter ou scheduled, et le type d'avion. On mettra le Airbus A300. Ceci intégré, on peut ensuite calculer. Et on voit que l'atmosphère nous délivre un résultat ici de 3303 kg pour ce vol, qui est un aller-retour de Paris à New Delhi. Sachant qu'il vous faudra faire ça pour chaque vol, il est bien sûr calculer ces émissions de gaz à effet de serre pour chaque vol peut être à la fois une tâche ardue et longue. L'expérience a montré qu'il est préférable de surveiller les émissions de façon continue, par exemple dans un tableur en ligne mis à jour régulièrement, comme présenté ici. Maintenant, on va vous présenter avec un exemple de cette situation. Du coup, disons que votre bureau doit déclarer les vols et les émissions de gaz à effet de serre pour l'exercice 2018. Supposons que votre bureau a effectué 200 vols au cours de l'exercice 2018. Après le traitement des données et des documents, vous pouvez vous attaquer aux indicateurs Pierce. Vous commencez par distinguer les vols inférieurs ou égaux à 2 heures de vol et ceux de plus de 2 heures de vol. Là, disons qu'après une étude, on trouve que 50 vols sont inférieurs ou égaux à 2 heures de vol et 150 vols sont de plus de 2 heures de temps de vol. Cela est donc intégré dans Pierce. On a ce calcul, on les met ici dans leurs espaces respectifs. Et du coup, le nombre total de vols au cours de l'exercice fiscal est automatiquement calculé par Pierce et qui équivaut à 200. Ensuite, il faut intégrer, vous devez ensuite calculer le nombre total d'heures de tous les vols au cours de l'exercice. Par exemple, vous avez pris un vol de 2 heures, de 4,5 heures, de 3 heures, de 9 heures, et puis ainsi de suite. Et dans cet exemple, on va supposer que la somme totale, elle est de 680 heures. Du coup, ce chiffre-là est intégré ensuite dans sa case appropriée, comme montré ci-dessous. Il faudra ensuite calculer la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre des vols qui a été financés par votre bureau au cours de l'exercice fiscal. Et du coup, là, on prend l'exemple de Paris à Dubaï, en passant à Paris à New Delhi, passant par Dubaï, sur 2 vols économie, sur des types schedule, sur un Airbus A330. Et là, dans cet exemple, on trouve que ça fait un total de 3406 kg de CO2 équivalent. Notez que ce résultat est en kg de CO2 équivalent. Avant d'entrer ces données dans Pierce, vous devez convertir celles-ci en équivalent en tonnes de CO2. Du coup, sachant qu'une tonne égale à 1000 kg, ainsi vous devez diviser le résultat d'atmosphère par 1000 pour obtenir un résultat en tonnes de CO2 équivalent. Une fois converti, cet exemple correspond à 3,406 tonnes de CO2 équivalent. Bien sûr, il faut savoir que vous devez faire ça pour chaque vol. Et donc, comme précisé juste avant, il est fortement recommandé de le faire régulièrement, peut-être même lorsque tous les 10 vols sont effectués, au lieu de vous imposer un processus long et fastidieux une fois par an. Du coup, ce résultat, issu de l'exemple, a sa case appropriée ici, et du coup, il faut ensuite décrire la méthode qui sera atmosphère.de et la mettre dans la case appropriée. Mais bien sûr, en situation réelle, vous calculerez les émissions pour chaque vol effectué et les additionner pour avoir un total, et puis intégrer ce résultat-là dans Pierce. Du coup, il a de fortes chances d'être beaucoup plus grand que 3,406. Étape 2. On passe là à la consommation de carburant liée à l'utilisation de véhicules au cours de l'année fiscale. Cette section permet d'estimer les émissions dues à l'utilisation de véhicules par votre bureau. Notez que seuls les véhicules utilisés à des fins professionnelles par votre personnel et vos consultants doivent être pris en compte. Cette question n'inclut pas les déplacements quotidiens de votre personnel de bureau avec leur véhicule personnel. Les taxis et les Uber sortent également de l'étendue du calcul. Et aussi, sur ce dernier point,
La collecte des données requises ne semblant pas réalisable pour les taxis et les Uber, ces données ne sont donc pas incluses pour le moment, même si nous reconnaissons qu'elles peuvent représenter une part importante des émissions. Si les taxis Uber représentent une part importante des émissions de votre bureau, vous pouvez envisager des options qui pourraient être proposées pour vous aider à réduire les émissions de votre bureau liées à l'utilisation de taxis ou d'Uber. Aussi, important à savoir que quand on parle de véhicules, cela signifie tous les types de transport, à l'exception des avions bien sûr, qui fonctionnent au nom de quai. Du coup, avoir un aperçu plus proche de l'étape 2, on va regarder du coup les nombres de litres d'essence, de diesel ou d'autres carburants. Du coup, première entrée sera la quantité de litres d'essence consommée pendant l'exercice fiscal, l'année fiscale. Et ensuite, de même pour le diesel, et de même pour les litres d'autres carburants consommés pendant l'année fiscale. D'autres carburants peuvent être tant que des carburants tels que le biodiesel, l'éthanol, le pétrole liquéfié, le propane ou le GPL pour le gaz de pétrole liquéfié, le méthane en forme de gaz naturel comprimé, ou même l'hydrogène. Et si vous avez déjà ces données en litres, vous pouvez directement saisir les valeurs. Sinon, vous devrez d'abord convertir votre valeur en litres et montré par la formule ci-dessous. Du coup, vous aurez probablement ces données en termes de montant dépensé en carburant au cours de l'année fiscale. Pour pouvoir continuer, vous devrez diviser le montant dépensé, qui sera soit en dollars américains, soit en euros ou en devises locales, par le coût moyen en essence, de diesel ou d'autres carburants, qui sera en devises par litre de ces exercices. Et ceci est montré dans la formule ici, où on divise du coup le montant dépensé en carburant par le coût moyen du carburant, qui donnera du coup la quantité de carburant consommée en litres. Bien sûr, comme montré précédemment pour les avions, il faut garder une trace de toutes les dépenses de carburant sur une base régulière. Et ça rendra la tâche plus facile. Cela permet également de saisir le prix réel du carburant au moment de l'achat, au lieu d'utiliser une moyenne annuelle. Et l'expérience, encore à nouveau, montre qu'il est préférable de surveiller les émissions de façon continue, par exemple dans un tableur mis à jour régulièrement, comme montré ici. On a la date de l'achat, le montant en devises, le type de carburant, le prix du carburant au moment de l'achat, et ensuite le carburant, la quantité de carburant en litres. Passons à un exemple pour illustrer ceci. Supposons que votre bureau a 3 véhicules immatriculés à son nom. Le service financier prend en charge les frais de carburant liés à l'utilisation du véhicule. 500 $ US pour l'exercice fiscal 2018, dont 300 $ pour l'essence et 200 $ pour le diesel. Nous utiliserons le prix moyen local de l'essence et du diesel par litre au cours de l'exercice fiscal 2018 afin de calculer la quantité en litres consommée. Imaginons que l'essence coûte 1,4 $ US par litre et le diesel 1,2 $ US par litre de diesel. Du coup, nous calculons ensuite 300 divisé par 1,4 égale à 214,29 litres d'essence, pendant que 200 divisé par 1,2 égale à 166,67 litres de diesel. Ces résultats sont ensuite mis dans leur case appropriée. Aussi, on a aussi 0 litres d'autres carburants, du coup, celle-là a une entrée de 0. On passe maintenant à l'étape 3. Du coup, la consommation énergétique des bureaux au cours de l'exercice fiscal. Cette section permet d'estimer les émissions résultant de la consommation énergétique de votre ou vos bureaux au cours de l'année fiscale. Cette section ne prend pas en compte le travail à domicile et son éventuelle utilisation d'énergie. Étape 3.1. Là, on va regarder les nombres de litres d'essence, de diesel ou d'autres carburants liés à l'utilisation d'un générateur. Cette section s'adresse tout particulièrement aux bureaux qui utilisent des générateurs à combustible pour fournir de l'énergie à leur bureau. À l'instar de l'entrée de consommation de carburant pour l'utilisation d'un véhicule, une saisie de données est requise pour la consommation de carburant liée à l'utilisation d'un générateur. Si vous avez ces données en litres,
Vous pouvez les saisir directement dans Pierce, sinon il faudra les convertir, comme pour l'utilisation du carburant des véhicules. Bien sûr, on va regarder les nombres de litres d'essence consommés par les générateurs pendant l'année fiscale, le nombre de litres de diesel et le nombre de litres d'autres combustibles consommés par les générateurs au cours de l'année fiscale. Cependant, s'il existe un générateur pour l'ensemble de l'installation où se trouve votre bureau, vous devez identifier la quantité d'utilisation de ce générateur correspondant aux besoins en énergie de votre bureau. Du coup, il faut utiliser la formule suivante pour calculer la consommation de carburant des groupes électrogènes de votre ou vos bureaux. On utilise la formule ci-dessous qui indique la surface occupée divisée par la surface totale du bâtiment, les deux en mètres carrés. Excusez-moi. Donc, vous prendrez la surface occupée en mètres carrés sur la surface totale du bâtiment. Donc, vous multiplierez avec la consommation du générateur en carburant pour l'ensemble du bâtiment en litres. Et cela donnera la consommation du générateur en carburant pour les locaux occupés par Pierre en litres. Ensuite, on passe à... Excuse-moi, je reviens. On passe à la consommation d'énergie des bureaux sur l'année fiscale. Et là, on va voir, du coup, on commence par la quantité totale de kilowattheures d'électricité consommée au cours de l'année fiscale. On regardera ensuite l'intensité en CO2 de votre fournisseur d'électricité en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure au cours de l'année fiscale. Pour finir ensuite sur la quantité en mètres cubes de gaz consommé au cours de l'année fiscale. Commençons par la quantité totale de kilowattheures d'électricité consommée au cours de l'année fiscale. Ici, on va regarder normalement la quantité totale de kilowattheures utilisée par votre bureau au cours de l'exercice est normalement indiquée dans la consommation d'électricité ou les factures de services publics, en spécifiant la consommation en unités de mégawattheures ou de kilowattheures. Si elle est exprimée en mégawattheures, vous devez convertir en kilowattheures en multipliant par 1000, parce que 1 mégawattheure équivaut à 1000 kilowattheures. Ensuite, c'est l'intensité en carbone formulée en grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure sur l'année fiscale. Ici, il faudra intégrer du coup, comme montré dans l'exemple juste ici, sur la slide d'après. Voici, on va montrer ici par exemple. Les fournisseurs d'énergie indiquent souvent l'information sur l'intensité de CO2 sur leur facture d'électricité ou sur leur site web. Vous pouvez également contacter votre fournisseur d'énergie pour obtenir ces informations. Comme montré ici sur l'exemple de Electric Ireland, il montre qu'entre les périodes de janvier 2013 et décembre 2013, leur intensité d'émission CO2 équivaut à 535 grammes de CO2 par kilowattheure. Du coup, il faut rechercher ce type d'information. Notez que dans certains pays, le terme intensité d'émission de CO2 est utilisé, pendant que dans d'autres pays, le terme facteur d'émission de CO2 est utilisé. Si votre fournisseur d'énergie ne peut pas vous fournir ces informations, fournissez-nous le facteur d'émission de CO2 indiqué dans le réseau énergétique national. La source suivante est recommandée. Du coup, en suivant ce lien, entrez ici. Et on va vous montrer le fichier Excel que vous pouvez télécharger du coup à ce lien. Si vous ouvrez ce fichier, vous tomberez sur la première page qui sera la guidance. Puis il faut aller au troisième, le Summary EF from CDN. Et là, vous avez une liste de pays. Du coup, vous pouvez retrouver votre réseau national. Allez à la colonne G, ça s'intitule Operating Margin EF Average, la moyenne. Et là, dans cette liste, on pourra retrouver du coup les données correspondantes à votre pays. Mais il faut regarder, il faut savoir que dans ce document, les valeurs sont indiquées en tonnes de CO2 équivalent par mégawattheure.
Du coup, il faut prendre soin de convertir cette valeur. Du coup, il faut prendre soin de renseigner l'intensité en carbone en pierres en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Si votre source indique cette information dans une autre unité, vous devez les convertir. Si une source exprime l'intensité en carbone en tonnes par mégawattheure, il faut le multiplier par 1000. Du coup, si on est en tonnes, on multiplie par 1000 et on a un résultat en grammes par kilowattheure. Si une source exprime l'intensité de carbone en kilogrammes par kilowattheure, il faut aussi la multiplier par 1000 pour avoir un résultat en grammes par kilowattheure. On passe ensuite à la quantité de gaz consommée exprimée en mètres cubes. Cette question donne un aperçu de la quantité totale de mètres cubes de gaz consommés par votre bureau, par exemple pour le chauffage et la cuisson si le bureau dispose d'une cuisine. La consommation de gaz doit correspondre à différents types de gaz. Gaz naturel, propane, butane et gaz de pétrole liquéfié. La quantité totale de mètres cubes à utiliser par votre bureau au cours de l'exercice fiscal devrait être indiquée comme l'électricité dans la consommation de gaz mesurée ou dans les factures de services publics, indiquant la consommation en unités de mètres cubes. Le gaz est généralement rapporté toujours en mètres cubes. Cependant, si ce n'est pas le cas, vous devez le convertir en mètres cubes. Voici quelques exemples de conversion où, par exemple, si votre consommation de gaz est indiquée en kilowattheure, vous devez diviser la valeur par 11,36 pour avoir une valeur en mètres cubes. Si votre consommation de gaz est indiquée en pieds de cube, vous devez multiplier la valeur par 0,0283 pour avoir une valeur en mètres cubes. Si votre consommation de gaz est indiquée en unité thermique britannique, en BTU, vous devez multiplier la valeur par 2,817 à la puissance 10 moins 5 pour avoir un résultat en mètres cubes. Vous pouvez aussi utiliser ce convertisseur de gaz en ligne qui se trouve à unit-converteur.gasuni.nl où vous devez sélectionner une valeur calorique brute de GCV de 40 mégajoules par mètre cube. Là, on va passer du coup un exemple pour illustrer tout ceci pour la consommation énergétique du bureau. Donc, estimons que votre bureau doit déclarer sa consommation d'énergie pour l'année fiscale 2018. Le service financier de votre bureau vous fournit les informations suivantes. Le compteur d'électricité a montré que 1,2 MWh a été consommé au cours de l'année fiscale 2018, tandis que le compteur de gaz a montré que 56 m3 de gaz ont été consommés. De plus, 300 litres de diesel ont été consommés par le générateur. Mais le groupe électrogène est partagé dans le bâtiment et fournit de l'énergie à d'autres bureaux aussi. Premièrement, nous constatons que l'électricité est de 1,2 MWh pour l'année fiscale 2018. Nous devons la convertir du coup en kilowattheure. 1,2 MWh fois 1000 est égal à 1200 kWh. Ainsi, 1200 kWh seront saisis dans Pierce. Nous remarquons alors que 56 m3 de gaz sont indiqués. Ceci est l'unité demandée et peut être directement saisi dans Pierce. On a du coup un tableau qui ressemble à ce moment à ceci, avec les unités de consommation électrique et de consommation de gaz intégrées dans leurs entrées respectives. On passe ensuite, il faut maintenant identifier l'intensité en CO2 de votre fournisseur d'électricité. Il doit être en grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Votre facture d'électricité ne contient pas cette information et ne veut pas vous fournir ces informations en appelant votre fournisseur d'électricité. Vous devez ensuite utiliser le fichier IGIS Excel que nous allons vous montrer maintenant. Estimons que notre bureau se trouve au Guatemala, par exemple. Du coup, on ouvre le fichier, au troisième ligne, on regarde le colonne G, on cherche le Guatemala, qui se trouve ici, et on voit que la valeur indiquée est de 0,771. Mais ceci est en tonnes de CO2 équivalent par mégawattheure. On doit donc convertir cette valeur en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. En convertissant ceci, du coup, on le multiplie par 1000, on a du coup un résultat
de 771 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. On intègre maintenant ce résultat dans le tableau à sa place appropriée. On finit ensuite l'exemple en concernant l'utilisation du générateur. Plus de 300 litres de diesel ont été consommés. Cependant, il s'agit du total pour l'ensemble des installations et pas seulement pour votre bureau. Vous devez identifier la quantité de ce total qui fait référence à votre bureau. Du coup, vous devez utiliser la formule suivante. On devra insérer la surface occupée de votre bureau et la surface totale du bâtiment en mètres carrés. Disons que la taille de votre bureau est de 400 mètres carrés, alors que celle de l'ensemble du bâtiment est de 1600 mètres carrés. Ainsi, on a 400 divisé par 1600, le tout multiplié par 300 litres de diesel. Et ça nous donne 75 litres de diesel. Du coup, votre bureau a donc utilisé 75 litres de diesel en raison de l'utilisation d'un générateur. On a du coup un tableau complet qui ressemble à ceci, avec 75 litres de diesel, 1200 kWh d'électricité, 771 qui signifie l'intensité de CO2 de votre fournisseur d'électricité, en grammes de CO2 par kilowattheure, et 56 mètres cubes de gaz. On a aussi 0 litre d'essence et 0 litre d'autres combustibles consommés par le générateur. On passe ensuite à l'étape finale, qui sont les mesures prises par votre bureau pour réduire ou compenser les émissions au cours de l'année fiscale. Cette section permet d'évaluer les mesures prises par votre bureau pour réduire ou compenser les émissions au cours de l'année fiscale. Cela permet également d'évaluer l'expérience, de recevoir des commentaires et d'innover de nouvelles solutions plus performantes. Du coup, l'étape 4.1, la sensibilisation du personnel sur les conséquences des activités suivantes sur le changement climatique. Du coup, ici, vous sélectionnez oui ou non si votre bureau met en œuvre des mesures de sensibilisation sur l'impact de ces activités sur le climat, en fonction de chaque catégorie, les voyages en avion, l'utilisation des véhicules et la consommation d'énergie au bureau. Vous avez des exemples, par exemple, qui seront la création d'une Green Team, avoir des sessions de formation à la sensibilisation, avoir des codes de conduite intégrés au bureau, des rapports environnementaux, des campagnes internes de sensibilisation sur l'impact des émissions. On a ensuite 4.2, qui est la mise en œuvre de mesures ou de solutions alternatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités suivantes. On a toujours des voyages en avion, l'utilisation des véhicules et la consommation d'énergie au bureau. Ici, il faudra sélectionner oui, si votre bureau a mis en place des mesures visant à réduire les émissions. Si pour les trajets en avion, les voyages en avion, ça peut être par exemple des listes de propositions pour inciter le personnel à envisager toutes les alternatives avant de choisir de prendre l'avion, le durcissement des critères d'autorisation de voyage, des mises en avant des trains, des bus ou des bateaux ou d'autres véhicules au détriment de l'avion, ou même la création d'espaces virtuels de réunion afin d'éviter les déplacements en avion. De même, pour les véhicules, il faudra sélectionner oui si par exemple vous avez des promotions des transports en commun, si vous avez des promotions de covoiturage ou d'autopartage, ou de déplacement à vélo, ou aussi pareil des créations d'espaces virtuels de réunion afin d'éviter les déplacements en véhicule. Et cela se répète aussi pour les mesures mises en place par votre bureau visant à réduire l'impact sur le climat de la consommation énergétique de ces locaux. Donc, par exemple, des installations d'éclairage, d'équipement ou de capteurs plus économes en énergie, le réglage des appareils de bureau ou du système de chauffage ou de ventilation et d'air conditionné en mode économie d'énergie ou les éteindre complètement dès que possible, tout particulièrement en dehors des jours d'ouverture, la production ou l'achat d'énergie renouvelable, aussi la promotion de la dématérialisation et restrictions concernant l'impression des rapports et des emails. On passe maintenant à l'étape 4.3 et la mise en place d'objectifs de réduction pour chaque catégorie.
Ici, il faudra sélectionner oui si votre bureau a fixé des objectifs de réduction de ses émissions à court ou à long terme. L'objectif de réduction doit partir d'une année de référence et viser une réduction d'un certain pourcentage de ses émissions par rapport à cette année de référence. Par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 ou 20% d'ici à l'année suivante. Ces diminutions doivent être exprimées en estimation ou en valeur absolue, ce qui signifie que la quantité absolue, en tonnes d'équivalent CO2, doit diminuer, indépendamment de toute augmentation des effectifs ou du volume d'activité du bureau CARE. On a ensuite l'étape 4.4, les fixations d'un budget carbone à respecter concernant les activités suivantes. Du coup, là, il faudra sélectionner oui si votre bureau a fixé un budget de carbone dans le but de réduire ses émissions pour chaque catégorie aussi. Du coup, un budget de carbone peut s'appliquer à l'ensemble du bureau de façon individuelle, avec différents budgets carbone fixés en fonction du poste de chaque individu au sein de l'organisation. Le budget carbone doit avoir pour objectif de limiter les émissions du bureau. Ce budget devra diminuer au fil des ans dans le but de réduire autant que possible les émissions. Chaque membre du personnel se voit attribuer un budget carbone dont il ou elle sera responsable. Chaque décision de voyage se répercutera donc sur leur future allocation d'émissions de l'année. La direction pourra recevoir des rapports concernant la dépense des budgets carbone, analyser les évolutions et s'assurer que chaque département respecte son budget. Enfin, on a aussi l'étape 4.5, qui est la compensation des émissions par l'intermédiaire d'un fonds interne ou partie tierce. Du coup, là, il faudra sélectionner oui si votre bureau compense pour les émissions qu'il n'a pas pu éviter pour chaque catégorie. Parce que même si réduire les émissions est le meilleur moyen de limiter l'empreinte carbone, il est important de prendre la responsabilité des émissions que les bureaux de CARE produisent. Utiliser des crédits de carbone crédibles, issus de projets connus, ayant un impact social et une intégrité environnementale élevée, vaut mieux que ne rien faire du tout. La compensation des émissions peut être effectuée via un fonds interne ou des parties externes. Dans les deux processus, certains aspects doivent être pris en compte pour compenser les émissions de votre bureau. On peut les faire par des parties externes, des tierces parties, des compensations par exemple de type Gold Standard, qui peut se trouver au site web goldstandard.org, qui ont des exigences strictes en matière de durabilité, de participation locale et de preuve que le projet vient véritablement s'ajouter au statu quo. On a aussi les compensations de retraite, c'est-à-dire retirer les crédits de carbone des marchés où les permis de polluer sont limités, notamment dans l'Union européenne. Et aussi, votre bureau devra également tenir compte du fait que les compensations basées sur la terre, telles que les plantations d'arbres, ne sont pas toujours la meilleure option, car elles sont par nature temporaires. Les arbres meurent à temps, émettant le carbone qu'ils ont absorbé. On a ensuite les fonds internes. Il a été proposé que CARE mette en place un projet interne de compensation. Donc, plusieurs bureaux le font déjà, mais il y a une discussion de faire ça d'une manière plus organisée et internationale. Le CCRP y travaille actuellement et vous recevrez plus d'informations à temps dans le bulletin trimestriel du CCRP. Ce projet CARE doit être priorisé pour compenser les émissions de votre bureau une fois qu'il est en place. Enfin, on a l'étape 4.6 qui sera les autres mesures. Bien sûr, vos bureaux ont peut-être mis en place d'autres mesures afin de réduire leur empreinte de carbone. Si c'est le cas, veuillez présenter ici toute autre initiative entreprise dans le but de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, les recommandations. Bien sûr, comme montré auparavant, il faut remplir régulièrement les formulaires pour éviter un long et lourd exercice de calcul annuel. Aussi, on pourrait introduire un formulaire de voyage qui garde une trace des émissions de CO2, telles que les vols, dès que les vols sont réservés au prix. Aussi, de changer les fournisseurs d'énergie, de type électricité ou gaz, pour des fournisseurs plus verts et plus propres, moins intenses en émissions de CO2.
Et enfin, un petit rappel qu'il existe la note d'orientation qui s'intitule Déclaration